Est-ce qu'on vous verra un jour sur la grille de départ des 24 heures du Mans, mais en chair et en os? J'espère vraiment, j'espère vraiment. En tout cas, ce serait, voilà, c'est un rêve depuis tout petit de participer à cette course. Donc oui, clairement, c'est un objectif. Plus qu'une simple envie, participer aux 24 heures du Mans pour Charles Leclerc, c'est devenu un objectif dans sa carrière. Alors peut-être pas dans l'immédiat, ça c'est sûr, mais c'est au fond plus qu'une simple attention, et ça c'est bon ça. Et c'est pas le seul des pilotes de Formule 1 à vouloir disputer la plus célèbre course d'endurance au monde. Vettel, Ricciardo, Gasly et d'autres ont cette envie de passer le pas, et comme on parle de pilotes et de compétiteurs, généralement disputer les 24 heures du Mans, ça vient naturellement avec le fait d'y être couronné de succès. Malheureusement, disputer une saison de Formule 1 et les 24 heures du Mans pendant la même année, ça reste un événement qui est devenu très rare. Mais cela pourrait peut-être changer, et on va tenter de voir ensemble pourquoi. Vous vous souvenez de la Mercedes Rose, ou même d'ailleurs de la Red Bull verte de cette année? Bon alors, on fera une vidéo dessus un jour, mais on sait toujours pas comment cette écurie a réussi à faire de si bonnes copies. Alors science-fiction, si ça se trouve, le gars de chez Mercedes là, il était au pub, tranquille, il buvait son petit Diabolo fraise en se baladant sur le wifi public avec son ordi pas bien protégé, et comme il n'avait pas CyberGhost VPN, hop, connexion pas sécurisée, bim, il se fait chourave les plans de la Mercedes, et boum, on se retrouve avec la Racing Point RP20. Ah non, mais ça peut aller très très vite quand même. Alors du coup, avec CyberGhost VPN, tu l'actives, que ce soit téléphone ou ordinateur ou d'autres devices, toutes les plateformes, iOS, Linux, Windows, etc. Bref, CyberGhost en fait s'occupe de masquer ton adresse IP, de chiffrer tes données et de rediriger l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Si vous avez envie de regarder la saison de F1 gratuitement avec nos amis belges, depuis la France, t'es tranquille. Et ils ont même fait un petit tuto CyberGhost VPN, donc ça c'est top. Et avec 7000 serveurs dans 90 pays, autant te dire que t'as de la marge. En tout cas, moi je vous le dis et je vous le redis, CyberGhost VPN c'est même plus une question, surtout avec 84% de réduction et 4 mois offerts. Pour 1,94€ par mois, on regarde ce qu'on veut, où on veut, et si vous avez les plans de la Red Bull ou de la Ferrari dans votre téléphone ou votre ordinateur, vous êtes sûr de ne pas vous les faire chourave. Du coup, merci CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Il fut un temps où les pilotes de Formule 1 disputaient toutes les courses possibles et imaginables lors d'une année. Juan Manuel Fangio a par exemple disputé 26 courses en 1950, date de création du championnat du monde de Formule 1, qui à l'époque avait un calendrier qui comptait seulement 7 grands prix. Il en a disputé 26. 26 courses, c'est donc 3 de plus que ce que font les pilotes de Formule 1 aujourd'hui. Et en 1950, entre les voyages à l'autre bout du monde qui prenaient plus de temps pour le coup, et les risques d'accidents mortels de la route et aussi en compétition, c'est comme si Sébastien Vettel par exemple disputait la saison de F1 complète et 20 courses de plus juste pour le plaisir. Il n'était donc pas rare de voir des pilotes de Formule 1 alignés au départ des 24 heures du Mans, bien au contraire. Si on avait un Fangio aujourd'hui, assurément qu'on le verrait faire une saison de Formule 1 complète, les 24 heures du Mans, un peu de GT3 Spa-Francorchamps, le rallye de Monte-Carlo juste pour le fun, à 2 doigts d'aller faire les 500 miles d'Indianapolis, et puis le Coca-Cola 600 là en NASCAR, on peut faire ça aussi. Mais la professionnalisation du sport auto a eu tendance à cloisonner les catégories du fait que chaque pilote et chaque équipe se soit spécialisée pour être tout simplement meilleur et mettre toutes les chances de leur côté pour remporter la victoire, tellement les enjeux sont devenus avec le temps de plus en plus importants. Alors du coup, les pilotes de voitures de sport, on va parler par exemple des GT, sont spécialisés dans le pilotage de ces voitures de GT. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à la rue si on les met dans une Formule 1, mais ils vont devoir apprendre à la piloter, ils vont avoir beaucoup de boulot avant d'être performants. Et l'inverse est tout aussi vrai d'ailleurs. Un Verstappen, dans une Porsche RSR, par exemple, mettra du temps à trouver son pic de performance par rapport aux autres. Alors ici, je ne parle pas du talent intrinsèque du pilote, mais du travail pour comprendre et exploiter une voiture dans sa fenêtre maximale de performance. Exactement le boulot que est en train de faire Daniel Ricciardo avec sa McLaren. Et ça fait un petit moment que ça dure. Donc des pilotes de Formule 1 aux 24 heures du Mans, dans la même année, c'est pas juste hop, on change de voiture et c'est parti. Il y a une certaine quantité de boulot à abattre quand même, et Grand Prix et Endurance, c'est 2 disciplines dans le sport auto qui sont totalement différentes. Alors je vais forcer un petit peu le trait, mais c'est comme tenter une comparaison entre le basket et le foot. Alors oui, il y a un ballon qui est rond, oui, il y a un terrain qui est délimité, oui, il faut marquer dans le camp de l'adversaire,
mais on va pas le faire de la même manière dans l'un ou dans l'autre des cas. Et l'endurance et les Grands Prix de Formule 1, c'est un peu comme ça. Très récemment, ils sont 2 à avoir disputé une saison de Formule 1 complète et avoir roulé aux 24 heures du Mans dans la même année. Nico Hülkenberg en 2015, qui était donc chez Force India en Formule 1 et qui a gagné les 24 heures du Mans avec Porsche, rien que ça. Et le deuxième, c'est Fernando Alonso en 2018, qui lui disputait non seulement sa dernière saison chez McLaren en Formule 1, mais en plus de ça, il disputait normalement le championnat du monde d'endurance en même temps cette année-là, dont les 24 heures du Mans qu'il a gagné. Avant ces deux derniers, il faut remonter à JJ Leto, pilote de Formule 1 titulaire chez la Scuderia Italia en 91, et qui avait fini 9ème des 24 heures du Mans dans la même année au volant d'une Porsche. Alors faut se le dire, piloter une monoplace pendant 1h30 et être rapide avec, c'est pas du tout le même exercice que de piloter ce que l'on appelle un prototype ou une GT d'ailleurs, pendant un relais qui peut durer jusqu'à 4 heures et qui s'inscrit dans une course plus longue avec d'autres pilotes qui prennent votre relais. Pour terminer, si on prend l'exemple d'Hülkenberg et d'Alonso, l'un comme l'autre n'était pas en lice pour le championnat du monde des pilotes, ne jouaient pas de podium. Enfin, leur objectif et l'enjeu de leur performance en Formule 1 en 2015 et en 2018, je vais être peut-être un peu méchant, mais il est presque anecdotique au final. Jouer le titre en Formule 1, dans une saison qui, on l'a vu en 2021 et on le voit aussi un petit peu cette année en 2022, implique énormément de pression à gérer et un travail à abattre phénoménal pour aller chercher la victoire. Rouler aux 24 heures du Mans, ça arrive vraiment super loin dans la liste des choses qu'on peut s'autoriser à faire au final. Ou peut-être pas. On peut en débattre longtemps, très longtemps. En long, en large, en travers, mais Lewis Hamilton n'a jamais été aussi performant et n'écrasait jamais autant le championnat du monde de Formule 1 que lorsqu'il pouvait se permettre de faire absolument tout ce qu'il voulait dans sa vie. Bon, il le fait toujours un petit peu, mais sauter en parachute, aller au Met Gala, rencontrer plein de stars, faire du surf, enfin bref, vivre la fast life la plus incroyable telle une star d'Hollywood, pour certains observateurs de la Formule 1 et habitués, on se demandait s'il se déconcentrait pas un petit peu trop à force de voyager dans tous les sens. Et on se disait même, est-ce qu'il n'est pas devenu plus célébrité que pilote de Formule 1 ? Et il arrivait sur un Grand Prix, mettait le casque, boum, tapait un tour proche de la perfection en qualif le samedi, avant de gagner la course le dimanche. Ouais, quand même. Alors cette réflexion est totalement légitime, parce que c'est vraiment la première fois qu'on voyait en F1 un pilote qui avait l'air de passer plus de temps à faire la fête, même si c'est pas ça, mais qui, dès qu'il mettait le casque, écrasait absolument tout le monde. Alors, ça veut pas dire qu'il bossait pas bien, au contraire. Évidemment, il avait une machine qui était très performante en la présence de Mercedes. Mais force est de constater qu'un pilote heureux psychologiquement, qui kiffe sa vie en dehors de la F1, lui permet de revenir encore plus fort pour pouvoir performer. Et c'est une question de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Et ça vaut pour lui, mais ça vaut aussi pour nous, vous et moi. Trouver cet équilibre pour n'importe qui, c'est difficile. Maintenir cet équilibre longtemps, c'est une prouesse pour le coup. Et quelque part, Fernando Alonso, il a trouvé une sorte d'équilibre un petit peu similaire d'une certaine façon. Il a trouvé un second souffle à rouler tout et n'importe quoi en compétition, et finalement, c'est pas étonnant de voir un Alonso apaisé quand il est revenu en Formule 1 en 2021 avec Alpine. Décloisonner les catégories pour les pilotes peut être un bon moyen, finalement, pour eux de trouver un exutoire vis-à-vis d'un championnat du monde de Formule 1 très prenant physiquement, oui, mais très prenant psychologiquement aussi. Et rouler dans d'autres catégories qui sont différentes peuvent vous faire perdre votre focus sur votre championnat principal, oui, mais sur cette route, vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre une ou deux petites choses qui pourraient finir par vous servir. Grand Prix d'Espagne 1994, Michael Schumacher, en lice pour la victoire, se retrouve avec une boîte de vitesse un peu récalcitrante qui perd des rapports au fur et à mesure et finit par devoir rouler seulement en 5e vitesse avec 40 tours encore à faire et un arrêt au stand. Il faut pas caler, parce que sinon ça repart pas. Il finit 2e de cette course une fois que Damon Hill le passe pour la victoire et le Britannique sera un peu désabusé d'apprendre que il n'a pas battu Schumacher à la régulière, mais parce qu'il avait bien un problème mécanique. Car oui, Schumacher a réussi à adapter son style de pilotage pour prendre différentes trajectoires, relâcher en ligne droite un petit peu plus tôt, laisser rouler la voiture dans les virages, et ça, c'est grâce notamment à son expérience qu'il a eue en endurance, notamment en ayant disputé les 24 heures du Mans 1991 où il termine de la course 5e au volant d'une Sauber Mercedes C11. Alors c'est un exemple parmi probablement plein d'autres, mais je crois qu'un pilote qui roule dans plusieurs disciplines va chercher plus de son propre potentiel que s'il se cantonne à être le meilleur dans sa discipline. Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, par exemple, sont très loin d'être ridicules lorsqu'ils passent du rallye, de la terre, etc. au circuit, bien au contraire.
Alors du coup, je pense que personnellement, la question, c'est pas de savoir à quel point disputer une saison de F1 et courir aux 24 heures du Mans la même année peut être un handicap inutile pour Charles Leclerc, mais plutôt de savoir à quel point cela peut lui être bénéfique, justement, pour être encore meilleur. Je vais pas revenir sur les presque 100 ans d'histoire des 24 heures du Mans, car l'année prochaine on fêtera le centenaire de cette course. Mais concrètement, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me dis que faire un rapide rappel, c'est pas forcément quelque chose de mal, surtout sur cette course. Bon alors comme son nom l'indique, les 24 heures du Mans, c'est une course de 24 heures. 3 pilotes se partagent une voiture et on se passe le volant à tour de rôle. Évidemment, on va pas faire 24 heures sans remettre de l'essence dans la voiture, hein. Donc on fait le plein aux arrêts au stand. Et on change aussi les pneus, hein, parce que pareil, les pneus ils vont pas faire 24 heures. Alors pour les voitures, c'est un petit peu plus complexe qu'en Formule 1. Il y a plusieurs catégories et l'Automobile Club de l'Ouest, hein, qui est organisateur, est en train de revoir justement le règlement technique de ces catégories. Dans l'ordre donc, eh bien on a la catégorie Hypercar. C'est la plus grande catégorie, la catégorie Rennes. Une sorte de Formule 1 carrossée qui a pour but normalement d'arborer l'identité du constructeur, un peu comme les GT1 dans la fin des années 90. On a ensuite les LMP2, les Le Mans Prototype 2. Ce sont donc, comme les hypercars, des voitures prototypes. C'est des voitures qui sont conçues et construites spécialement pour la course à partir d'une feuille blanche. Les LMP2 sont moins performantes que les hypercars, naturellement. Et ensuite, on a donc la catégorie GTE, que l'on sépare en deux avec les professionnels d'un côté et un mélange de professionnels et d'amateurs de l'autre. Les GTE, c'est des voitures de série que l'on trouve dans le commerce, que l'on va modifier pour la course selon une réglementation technique là aussi. On prend donc une Porsche, une Ferrari ou une Corvette par exemple, et on lui colle des gros ailerons. Voilà, grosso modo, hein, c'est pour la faire courte. Et naturellement, hein, ces voitures sont moins performantes que des LMP2. On a donc un classement général de la course, dont la victoire revient à une voiture, en règle générale, hein, de la catégorie Rennes, donc des hypercars, sauf coup de théâtre incroyable. Et ensuite, chaque catégorie a son propre vainqueur. On peut donc effectivement gagner les 24 heures du Mans quand on roule en catégorie GT, par exemple. Dernière chose très importante. Contrairement à la Formule 1, chaque équipe n'est pas forcément un constructeur. En F1, chaque écurie conçoit, construit et développe sa propre voiture. Au Mans et dans le championnat du monde d'endurance, on peut avoir effectivement une équipe qui est un constructeur, donc qui conçoit, construit et développe sa voiture. On parle de Toyota ou de Porsche par exemple. Mais on peut avoir aussi des équipes privées ou clientes qui, elles, achètent une voiture à un constructeur pour pouvoir courir avec. Un peu comme la Racing Point de 2020. Vous voyez ce que je veux dire? Bon alors je vais pas rentrer plus dans le détail, juste avec ça déjà vous avez de quoi comprendre ce qu'il se passe aux 24 heures du Mans, sauf qu'on va rentrer très rapidement dans le détail de la nouvelle catégorie Rennes de l'endurance, l'hypercar. La catégorie hypercar met fin à la catégorie des LMP1. Les LMP1, c'était des Formule 1 carrossés littéralement. Aéro de malade mental, un super moteur avec une partie hybride, pas mal d'innovation pour le coup, pas mal de liberté aussi pour les constructeurs, enfin bref, il y avait de quoi faire, mais ça coûtait une blinde aussi quand même. Et comme son nom l'indique, quand on entend hypercar, pour des fans de voitures, on pense naturellement à la Bugatti Chiron, la Ferrari, la Porsche 918 Spider, ou encore la toute nouvelle AMG One. Et du coup, on s'est tous dit, chouette, les constructeurs vont utiliser leur propre hypercar de ouf, les modifier pour la course, et boum, on va avoir une catégorie de fous furieux avec des voitures absolument sublimes, dont on pourra voir avec un petit peu de chance sur nos routes la version normale de cette dinguerie. Comme d'habitude, quand on a un règlement, vous avez la règle et l'esprit de la règle. Et malheureusement, non, les constructeurs n'ont pas repris leur hypercar pour l'adapter pour les 24 heures du Mans. Non. Alors d'un point de vue purement stylistique, on va avoir des hypercars qui ressemblent plus à des prototypes, encore une fois, qu'à vraiment des hypercars que l'on pourrait croiser sur nos routes tous les jours. Certaines des hypercars, comme la Toyota, devraient avoir une version de route dérivée de celle des 24 heures du Mans, mais la 9X8 de chez Peugeot, non, ils comptent pas pour l'instant en faire une hypercar pour la route. Et ça, putain, c'est dommage. Alors d'un point de vue design, effectivement, on voit quelques bribes de l'identité des marques, mais oui, on est loin de ce à quoi probablement beaucoup de monde, encore une fois, s'attendait, une voiture de course type prototype, avec des phares d'une voiture qu'on peut croiser tous les jours, comme c'était le cas pour la Mercedes CLR en son temps. Cette fois-ci, le règlement offre peu, entre guillemets, de contraintes techniques pour concevoir une voiture, mais donne surtout une contrainte
de performance. Alors grosso modo, faites ce que vous voulez, mais on va contrôler les paramètres de votre moteur pendant qu'il roule et on va évaluer la performance aérodynamique de votre voiture en soufflerie. Ouais, la FIA et la CO, ils vont évaluer tout ça en soufflerie. Voilà, tu présentes ta caisse, boum, dans le tunnel, c'est parti. Alors à la suite de ça, on va homologuer la voiture pour 5 ans. Donc de janvier 2021 à décembre 2025, les constructeurs auront la possibilité d'homologuer une voiture, mais surtout une deuxième voiture pendant cette période qui sera aussi valable que jusqu'à 2025. Et après, il faudra refaire une voiture et la refaire homologuer. En gros, on fait une voiture et on va pouvoir développer une sorte d'évolution de cette voiture une fois pendant la période avant de remettre les compteurs à zéro. Donc si ta caisse est un peu dégueu, tu as quand même une chance de pouvoir rectifier le tir pendant la période en faisant soit une évolution, soit en repartant d'une feuille blanche, quoi, grosso modo. Et on a la rumeur, par exemple, que Toyota pourrait faire une petite sœur à son hypercar qui fait Le Mans. Pour les pilotes de F1 par exemple, ce n'est donc pas inintéressant, les évolutions des voitures seront moins violentes et on saura un petit peu mieux si la voiture fonctionne ou pas. Et donc les pilotes de F1 pourront choisir un peu plus facilement si ça vaut le coup de venir cette année-là ou pas vis-à-vis de la machine qu'ils rouleront, hein, et savoir si elle est vraiment compétitive ou si ça vaut le coup d'aller au Mans l'année prochaine. Bon alors moi j'ai un seul problème, et je vais demander aux accros des courses d'endurance de me répondre dans les commentaires parce que j'ai vraiment pas la réponse. Si on se fait déjà chier et qu'on peut s'endormir sur une course qui dure 1h30 en Formule 1, comment on fait pour s'intéresser à une course de 24 heures? C'est une vraie question, no joke. Alors vous allez me dire du coup oui, on regarde le départ, on regarde l'arrivée, on jette un œil de temps en temps pendant la course pour savoir un petit peu ce qui se passe, mais comment on suit les stratégies? Comment on comprend l'enjeu de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il peut se passer? Est-ce qu'on regarde toute la course? Est-ce qu'on regarde que 2 heures? En fait, aujourd'hui, j'ai une vraie problématique. Comment on fait pour regarder et apprécier une course d'endurance de plusieurs heures? Sachant qu'un Grand Prix, bon, je le regarde parce que c'est la F1, mais la F2, ça me saoule très très vite, parce que c'est quand même très long, 45 minutes, je trouve ça long. Tandis que je prends un pied monstrueux à regarder la FIA F3 qui dure, allez, grosso modo, une demi-heure et où c'est du sprint, quoi. Alors aujourd'hui, il existe plein de documentaires sur l'endurance, en particulier les 24 heures du Mans. On a même eu plusieurs films, dont le dernier en date, Le Mans 66, qui certes prend des libertés scénaristiques sur ce qui s'est passé. Voilà, mais bordel, qu'est-ce qu'il est bien. Et en fait, comme pour la F1, je sais que cette course, elle a un giga enjeu, que ce soit pour les constructeurs, les pilotes, les partenaires, etc. Mais j'ai du mal, en fait, à le saisir pleinement parce que j'ai du mal à rendre cet enjeu concret par rapport à ce à quoi moi je suis habitué en Formule 1. En quoi Le Mans, en fait, est essentiel pour tous les gens qui y participent? Pourquoi c'est essentiel pour Peugeot? Pourquoi c'est essentiel pour Toyota? Pourquoi c'est essentiel pour Ferrari qui va arriver? Pourquoi c'est essentiel pour ces pilotes? En fait, il me manque encore une porte d'entrée pour vraiment commencer à regarder l'endurance. Autrement, je suis un gars qui a entendu parler, qui connaît de très loin, à qui ça va convenir finalement de jeter un œil au départ des 24 heures, mais le reste, en fait, ne me fera ni chaud ni froid, et pourtant, je suis persuadé que c'est giga passionnant pour le coup. Mais les 6 heures de Spa, je suis désolé, mais je peux pas. Il va falloir quelque chose pour m'y intéresser. Les 24 heures du Mans se déroulent cette année le même week-end que le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1. Il y a même une commission, je crois, à la FIA pour éviter les clashs de dates des calendriers. Généralement, tout le monde s'arrange pour éviter ça. Tout le monde? Non! Il existe un petit paddock peuplé d'irréductibles managers qui résistent encore et toujours à la FIA. Oui, la F1 se fout royalement de savoir quand tombent les autres événements de sport mécanique. Ils sont suffisamment occupés à signer des contrats avec des promoteurs de Grand Prix qui valent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. C'est pas une petite course dans la Sarthe, en France, qui va y changer quelque chose. Ils s'en foutent. Et c'est bien malheureux pour le coup, car cela met une sorte de barrière naturelle aux pilotes de F1 en général, qui aimeraient faire Le Mans. Bon alors, ce sera a priori pas le cas l'année prochaine, on fête le centenaire donc on va essayer de s'arranger. Mais en général, on s'arrange toujours un peu. Mais bon, oui, ça peut arriver qu'il y ait un clash de date, et ça c'est relou. Dernier point, si on commence à avoir des pilotes de F1 qui font Le Mans chaque année en plus de leur saison de F1, ça va servir Le Mans d'abord, mais ça n'apportera probablement pas grand-chose en l'immédiat à la F1. En revanche, ça élèvera le niveau de prestige d'un Leclerc et de Ferrari capable de gagner des grands prix de Formule 1 et les 24 heures du Mans au volant d'une voiture du cheval cabré. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, ce serait win pour Le Mans,
qui va bénéficier de l'aura un petit peu des pilotes et des constructeurs de F1. Win pour les pilotes et constructeurs, mais la F1, bon, elle va rien perdre, mais surtout, elle va rien gagner à court terme. Et ce bénéfice pour les pilotes et les constructeurs, d'une manière ou d'une autre, ça finira par retomber, on va dire, de manière positive sur la F1. Alors, est-ce que la Formula One Management est prête à perdre l'association d'images inconscientes et communes, finalement, que l'on a tous, des pilotes et des écuries? Parce que, qu'on se le dise, la Formule 1, ça rime avec Hamilton, Verstappen, Leclerc, Ferrari, Red Bull, Mercedes, aujourd'hui, entre autres, et d'autres. Hein. Et si demain, Leclerc et Ferrari riment avec « c'est plus que la F1 », car il y a Le Mans, la F1, elle perd un petit peu le contrôle d'une certaine manière, ou d'une sorte d'exclusivité naturelle qui s'est construite au fur et à mesure, quoi. Mais bon, la question c'est qui sont les vrais héros du sport automobile? Est-ce que c'est les championnats et les organisateurs, ou est-ce que c'est les pilotes et les voitures? Parce que Leclerc aux 24 heures du Mans dans une Ferrari, c'est pas un rêve qui est si éloigné que ça, c'est pas infaisable. Mais la liste des cases à cocher pour que cela se produise dans les années à venir, elle est assez longue. Comme le dirait Neil Jani, on ne gagne pas Le Mans, c'est Le Mans qui choisit qui gagne. Encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez un lien dans la description qui vous permet d'avoir CyberGhost VPN pour 1,94 € par mois. Donc je sais pas comment vous le dire autrement, mais n'attendez pas.